Bonsoir. C'est la reprise après les joutes électorales qui ont abouti à une relative reconfiguration et de l'Assemblée nationale et des exécutifs communaux à travers le pays. Nous ferons le point de la situation avec un gros plan sur les premières leçons qui se dégagent en particulier de l'élection des maires, adjoints aux maires et autres super-maires comme on les appelle désormais. Les maires de ville, comme application concrète du tout récent Code général des collectivités territoriales décentralisées. Maintenant que les hommes commencent à prendre fonction, à quoi va ressembler le processus de décentralisation? De tout cela et de bien d'autres sujets, nous parlerons avec l'invité d'actualité hebdo ce dimanche, Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous répondrez à nos questions et fait nouveau aux questions des internautes aussi. Alors, la première question. Vous avez le Code général des collectivités territoriales décentralisées, vous avez de nouveaux hommes à la tête des communes, vous avez les moyens, on nous l'a dit. L'accélération de la décentralisation commence quand ? Je suis dans la joie, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, de constater que, prescrit par le président de la République, la décentralisation connaît une réelle accélération et un véritable approfondissement. Vous avez bien fait de rappeler qu'à la fin de l'année dernière, on a examiné au Parlement, adopté, promulgué par le président de la République, le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui en grande partie indiquait les modalités selon lesquelles les maires élus allaient se mettre au travail. Nous venons d'avoir une élection qui a vu des conseillers municipaux élus. Et en ce moment, nous sommes en train de procéder à l'élection des maires. On a commencé le processus pour l'élection des maires de ville qui va se continuer la semaine prochaine. Oui, effectivement, les moyens sont annoncés. Et donc, nous pouvons considérer que l'ensemble de ces éléments, de ces outils, on va pouvoir examiner le résultat que cela produit. Monsieur le ministre, le Camerounais de Gary Gombo et de Furo Awa vous dit encore aujourd'hui qu'il s'agit encore que de discours. Concrètement, comment ça s'accélère? Écoutez, le discours, oui, pour qu'il y ait un discours, il faut qu'il y ait des éléments de discours. Et nous avons travaillé à prêter ces éléments de discours qui maintenant sont des faits concrets grâce auxquels on va pouvoir se mettre au travail. Prenons le cas de la commune pour laquelle des élections de conseillers municipaux viennent de se tenir. Je relève au passage que ce sont des élections qui se sont bien déroulées. Je constate que la démocratie locale a fait preuve de beaucoup de vitalité, si j'en juge par le taux de renouvellement des exécutifs, donc il y a un véritable attrait pour la fonction. Pour en revenir à votre question, qu'est-ce qui change pour que le citoyen lambda de Gary Gambo, ou de Zoétélé, ou de Kousseri, ou de Mora se rende compte que les choses ont changé? La première chose, il constatera que le maire élu dispose de plus de compétences. Je note au passage qu'il appartiendra aux citoyens, auxquels nous faisons la leçon de ce que le maire est capable de faire, d'exiger du maire qu'il fasse cela. Donc, le maire a plus de compétences, donc plus de pouvoir. Il y a une grande partie des activités qui étaient exécutées par l'État, qui vont l'être par la commune, dans la perspective que les besoins usuels des citoyens soient satisfaits. On demandera au maire de veiller à ce qu'il y ait de l'eau dans la cité, qu'il y ait de la lumière, que les routes soient bien entretenues, que les enfants aient à l'école dans des salles de classe décentes, avec des maîtres qui sont en poste, et des centres de santé, on peut trouver des médicaments pour se soigner. Ça, c'est l'ordinaire du citoyen que la commune nouvelle doit être capable de satisfaire. Alors, monsieur le ministre, vous avez comme interlocuteur les maires, les nouveaux maires, si l'on ose dire. Vous aurez les maires de ville, quelques-uns ont commencé à être élus, vous allez aider tout ce monde-là à gérer une bonne part quand même de la fortune publique. Le ministre de la décentralisation, c'est super ministre? Non, du tout, du tout. Il faut bien comprendre la philosophie qu'il y a derrière la décentralisation. Le ministre de la décentralisation est quelqu'un qui doit s'effacer progressivement au point de disparaître si le job est réussi. La décentralisation veut dire que vous avez des entités, les communes, bientôt les régions, qui disposent d'une réelle autonomie du point de vue de leur fonctionnement, du point de vue de la gestion des moyens, du point de vue de la disponibilité de la gestion des ressources humaines. Donc, c'est ça l'âme de la décentralisation, laisser faire à la base.
Et le ministre, quel est son rôle? C'est de s'assurer que les outils que l'État met en place pour accompagner les collectivités afin qu'elles satisfassent aux besoins des citoyens sont bien utilisés et produisent les résultats. C'est-à-dire que ce qui s'applique un peu aux chefs de terre, comme on les appelle, préfets, sous-préfets, on leur dit peut-être pas de disparaître, mais d'être moins présents. Ça s'applique aussi aux ministres. On leur demande d'être présents autrement. Oui. Et vous n'êtes plus là pour caporaliser, vous êtes là pour accompagner, vous êtes là pour appuyer. Et le ministre observe tout cela et s'assure que l'ensemble des acteurs travaillent dans la perspective. Donc, ministre pas omniprésent. Du tout. Au contraire, c'est un ministre qui a un regard lointain, mais vigilant. Également dans cette émission France-Cameroun, la réponse de Yaoundé à Emmanuel Macron, la proclamation des résultats du double scrutin du 9 février dernier après le contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel et devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Des décès suspects à Douala et aussi, je l'ai dit, des questions de nos internautes adressées à notre invité via nos plateformes numériques. Questions rassemblées par Elvis Mbimba. Nous les dévoilerons tout à l'heure. Actualité hebdo. À tout de suite. Monsieur le ministre, la décentralisation encore. On ne peut pas en parler aujourd'hui sans parler du fameux statut spécial. Qu'en est-il, le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Jusque-là, on parlait du discours tout à l'heure, on n'en est pas très éloigné. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que les choses ont avancé côté institution? Vous faites bien d'observer que les choses ont effectivement avancé. La question du statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pose la question de la mise en place des régions. Il ne s'agit pas d'implémenter le statut spécial pour le Nord-Ouest et pour le Sud-Ouest, mais il s'agit en fait de faire fonctionner les régions, celles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, bénéficiant d'un statut spécial. Maintenant, pour revenir à votre question, pour que les régions se mettent en place, il faut que l'on ait des conseillers municipaux qui soient élus, parce que c'est eux qui constituent le corps, la base électorale. C'est eux les électeurs qui choisissent les conseillers régionaux. Donc, les conseillers municipaux sont en place, les chefs traditionnels sont connus. Le président de la République peut à tout moment convoquer ce corps électoral particulier pour mettre en place... Donc, nous sommes en ce moment à peu près dans ces eaux-là. Nous sommes dans la perspective où les conseils régionaux vont se mettre en place. Et si vous avez été attentif, lorsque le chef de l'État allait voter le 9 février... Il en a parlé. Il avait dit l'ensemble des conditions requises sont maintenant réunies et plus rien n'empêche que... Et donc, le prenant au mot, je suis quasiment certain. Mais est-ce que vous comprenez le fait que d'aucuns soient un petit peu pressés quand même? On a attendu longtemps. Je crois que si on a attendu le temps que l'on a dû attendre, on peut encore attendre un peu pour être certain que les choses se mettent en place dans de bonnes conditions. Mais je ne pense pas que nous attendons longtemps encore. Et comme on dit, là aussi, on a complètement régénéré l'environnement juridique qui va gouverner le fonctionnement des régions. Des compétences élargies, des moyens accrus, une organisation de notre point de vue bonne, susceptible de produire des résultats d'un autre genre, différent de ce que l'on a dans les communes. Les besoins de base de nos populations sont pris en charge par les communes. Et les questions liées à l'environnement économique que l'on considérait comme local sont traitées au niveau des régions et nous ne perdons rien à attendre. Est-ce que l'administration du ministère de la décentralisation, est-ce que cette administration-là elle-même est prête? Comme je vous ai dit, l'administration en charge des questions de décentralisation a été mise en place en mars 2018. Nous sommes quasiment en train d'arriver en mars 2020. Si elle n'a pas réussi à être prête en 2 ans, on peut se poser des questions. Et moi, en tant que... Donc elle est prête, cette administration? Elle est prête. Et la preuve, elle a réussi à encadrer le mouvement qui a conduit à l'élection des conseillers municipaux, administrant la preuve que son existence était justifiée et bénéfique. Nous allons poursuivre notre entretien, mais place d'abord à l'autre fait majeur de l'actualité de la semaine, la réponse de Yaoundé aux propos dérangeants du président français Emmanuel Macron. À ce sujet, voici Séverin Alégambélé et nous reviendrons à vous. L'échange entre le président de la République française et un activiste en date du 22 février, abondamment relayé par les réseaux sociaux, a suscité l'indignation du Palais de l'Unité. Par un communiqué signé 2 jours après
par le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République du Cameroun dit rejeter fermement tant les allégations mensongères du dit activiste que des propos surprenants du président de la République française. Le Cameroun ne peut ne pas répondre. Ces institutions sont bafouées, y compris celui qui les incarne au plus haut niveau. Vous ne pouvez pas rester tranquille, précisément quand il s'agit d'un partenaire traditionnel, historique et important sur tous les plans. Vous ne pouvez pas rester tranquille, à moins que l'éloquence du silence soit la réponse. Nous comprenons tout de suite qu'il y a des enjeux économiques majeurs et que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une revendication. La France n'a pas besoin de crier dans la rue pour parler au Cameroun. La France a une ambassade, la France a des services importants en matière de développement au Cameroun. Les entreprises françaises sont très présentes au Cameroun. La communication entre Yaoundé et Paris est fluide. Un chef d'État n'a pas besoin d'aller dans la rue pour parler au chef de l'État camerounais. Au sujet du déploiement des forces de défense et de sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la réponse des autorités de Yaoundé à Paris rappelle que des balises définissent le cadre des opérations militaires. Les exactions sont sanctionnées. Il faut dire qu'elles ne sont pas toujours le fait des forces armées. L'Observatoire tient à dénoncer avec emphase cette cabale contre le gouvernement du Cameroun sur la base d'un témoignage erroné sans aucun recoupement et s'insurge contre cette diabolisation des forces de défense pendant qu'un silence complice est observé par Human Rights Watch concernant toutes ces exactions commises par des séparatistes contre des populations civiles. Il est particulièrement à déplorer le génocide organisé par des bandes séparatistes dans le nord-ouest contre les populations Bororo, notamment les massacres du bétail et des populations civiles perpétrés qui nous édifient sur l'intention réelle d'installer le chaos dans cette région, en particulier au Cameroun en général. Dans le fond, le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, s'inscrit dans la logique de l'appel lancé le 10 septembre dernier par le chef de l'État au pays qui abrite les promoteurs de la haine et de la violence au Cameroun. Dès le 22, tout le monde a le message en Mondiovision, mais les réactions sont comme saccadées. On voit le ministre de la Communication, qui est le porte-parole du gouvernement, qui s'exprime en premier, ce qui était louable, mais sa réponse était focalisée sur les actes de celui qui a provoqué, appelons ça comme ça, l'incident médiatique, avant l'incident diplomatique. Mais il faudrait dire également que la réaction qui est venue de la présidence de la République était beaucoup plus précise en ce qui concerne le rejet et des accusations et des allégations, ainsi que des pressions. Mais il y a une autre réaction qui est venue du secrétaire général du comité central du RDPC, qui était beaucoup plus complète, qui avait l'avantage de donner la mesure tout en étant dans la retenue. Les relations historiques entre le Cameroun et la France ont pris un sacré coup. Il faut pouvoir les relancer diplomatiquement. Monsieur le ministre, c'est quoi le problème? Qu'a fait le Cameroun on va dire, aux autres? Vous savez, notre pays, comme on dit, est un pays important et intéressant et qui attire de nombreux regards sur lui et des convoitises aussi. Et il me semble que dans l'ère du temps, c'est l'expression de ces convoitises. C'est du Cameroun bashing, ça s'appelle? Ou quelquefois mal exprimé, quelquefois traduisant des intentions malveillantes, mais le président de la République a toujours su se placer au-dessus de toutes ces considérations. On revient à la décentralisation. On parle un peu
de ce qu'on appelle, on va dire désormais, les sortes de super maires. Alors, les premiers ont été élus cette semaine. Vous, comme ministre de la décentralisation, vous poussez un ouf de soulagement. On part quand même d'une longue polémique sur cette question-là, quand la loi a été promulguée. Oui, vous faites bien de rappeler qu'effectivement, lorsque la loi était en discussion, ces points ont fait l'objet de débats intenses. Le fait que le président ait choisi de faire en sorte qu'il n'y ait plus de... Vous pensez que tout le monde s'est calmé maintenant? Je crois que l'élection des 4 maires de ville qui est survenue mardi dernier a mis tout le monde d'accord. Ce qui était hésitant, ceux qui doutaient, ont dû se rendre à la réalité de ce que la décision du président, traduite par la loi, était irréversible. Et nous nous réjouissons de ce que l'opération se soit déroulée dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la convivialité. Alors vous pensez que la polémique, cette polémique-là sur le fameux article 246, c'était vraiment chercher les poux sur la tête du gouvernement? Si on était au quartier, je vous aurais dit que c'était une autre camerounaiserie dont nous sommes champions. Non, en réalité... Ce sont des questions qui sont bien connues et bien maîtrisées par l'ensemble des Camerounais. Mais chaque fois que l'on peut se mettre en valeur en faisant du buzz autour d'une question qui n'en vaut pas la peine. Il y avait de la mauvaise foi dedans. Beaucoup de mauvaise foi, je dois dire. Monsieur le ministre, concrètement, après donc ces élections, les super maires, ils sont là, il y en a 4 en ce moment, on en aura quelques-uns à partir de la semaine prochaine. La suite, c'est quoi le processus? Bon, alors, il va falloir que l'ensemble des maires qui ont été élus, il y ait une constatation juridique, la validation de leur mandat, que leur installation soit faite, qu'ils aient prêté serment pour qu'effectivement, ils soient opérationnels pour travailler. Vous imaginez bien, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, qu'il y a un fort taux de renouvellement des exécutifs. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde rapidement, on a un taux de près de 60% qui certainement va avoir quelques modulations encore. Il va donc s'agir pour nous, dans l'administration du ministère de la décentralisation, de nous assurer que l'on met l'ensemble de ces élus en capacité d'administrer d'abord leur commune et puis de gérer les compétences et les moyens qui sont mis à leur disposition. Nous prévoyons un vaste programme de formation qui va concerner à la fois les exécutifs communaux, l'administration, c'est-à-dire les secrétaires généraux, les responsables financiers des receveurs municipaux et l'administration qui représente l'État, c'est-à-dire celle qui exerce la tutelle en l'occurrence, les préfets et les sous-préfets. Nous mettrons ensemble un dispositif qui rassemble les administrations, qui concourent à l'environnement, à l'encadrement des communes, pour que dans un délai qui n'excède pas 2 mois, l'ensemble des 360 maires et leurs adjoints, les 14 maires des villes et l'environnement financier que je vais évoquer soient mis au fait de l'environnement juridique dans lequel ils vont travailler, qu'ils aient une bonne connaissance des compétences qui leur sont attribuées, qu'ils soient en capacité de gérer les moyens dont ils vont disposer. Vous avez bien fait de dire des moyens importants dans le strict respect des règles qui gouvernent le fonctionnement des moyens publics. Alors, quand on dit les moyens importants, c'est les fameux 15%. Alors, tout le monde en parle. Ça va se passer comment? Monsieur le ministre, le budget, il est lancé, il est en exécution. Les maires viennent d'être élus. Concrètement, ça se passera comment? Rappelez-vous les discussions lors du grand dialogue national, lorsqu'il était question que l'on arrive à emplancher des moyens publics qui seraient mis à la disposition des collectivités. À l'époque, et moi j'ai bien relu les recommandations, c'était au moins 10%. Mais le président a voulu que le montant soit on aille au-delà. On allait à au moins 15%. Cela s'entend d'un budget de l'État. Et j'ai eu à l'expliquer à maintes reprises. Pour le budget 2020, qui avait déjà été adopté, les 15% ne s'appliqueront pas. Il faut attendre le budget de 2021. Mais cela étant dit, il ne s'agit pas de considérer que rien ne sera fait en 2020. Et j'avais reçu vos confrères et je leur avais dit, prenez votre mal en passant, bientôt, il y a des indications chiffrées qui vont être rendues publiques et qui seront largement au-delà de ce dont nous avons. Est-ce que ceci explique un peu l'engouement qu'il y a eu autour de l'élection municipale de façon particulière? Non, je crois qu'il faut chercher il faut chercher la tendance plus loin. La démocratie est une réalité dans notre pays. Et l'offre politique à laquelle on peut compétir, c'était l'Assemblée nationale, qui ne comporte que 180 députés, le Sénat qui ne comporte que 100 sénateurs.
Maintenant que l'environnement de la commune a été de beaucoup modernisé et amélioré, énormément valorisé, il y a des citoyens qui estiment qu'ils peuvent se rendre publics, qu'ils peuvent se rendre utiles à leur communauté, qu'ils peuvent contribuer à la réalité de cette démocratie et participer au développement de leur territoire. C'est pour cela que vous observez cela. Il peut ce que certains de ceux qui ont postulé à ces fonctions, ils sont allés pour la part du gain, mais les conditions restrictives qui sont mises pour l'exercice de ces fonctions, peut-être que vous me donnerez l'occasion de dire un mot là-dessus. On en parlera sur le contrôle, justement. Il faudra s'assurer que lorsque l'on va à la commune, c'est parce qu'on a réellement le souci de servir. Alors, sur les super-maires, comme on les appelle, jusque-là, ceux qui ont été élus sont, c'est pas leur faire insulte, c'est des personnalités relativement discrètes, pas très connues. Est-ce que c'est un peu ce qui arrange le gouvernement? L'impression qu'on a, c'est que vous avez une sorte de phobie non. des politiciens stars, justement, à ces postes-là. Il ne faut pas considérer les choses ainsi. Vous allez à une fonction élective parce que vous en avez le désir. Et donc, ce n'est pas le gouvernement qui suscite ou qui entrave. Il se trouve que ce sont ces personnes-là qui ont souhaité être élus à ces fonctions, qui se sont présentés à une élection et qui l'ont remporté. Donc, vous n'avez pas peur des stars? Non, ce sont des gens qui... Vous voyez un peu de qui je parle? Non. Oui. Il n'y a pas de ça de ce point de vue. Tout le monde est soumis au respect des mêmes règles, quelle que soit par ailleurs la manière dont vous vous présentez, personnalité anonyme, star ou je ne sais pas quoi. Vous vous soumettrez à la loi. Il est attendu de vous que vous travaillez et que vous produisiez les résultats que la nation attend que vous fassiez. Vous savez, c'est une élection, ça n'est pas une nomination. Si vous n'avez pas travaillé et que vous allez faire la star, vous savez ce qui vous attend au prochain rendez-vous. Alors jusque-là, on peut dire qu'on n'a eu que du menu fretin. C'est Bafoussam, c'est Bamenda. Douala Yaoundé arrive. Le ministre de la décentralisation que vous êtes en ce moment, quelles informations vous pouvez partager et est-ce que vous n'avez vraiment pas d'appréhension pour ces deux villes-là? Non, je voudrais corriger déjà cette perception-là. Bamenda est une grande ville. Bafoussam l'est tout autant. Nous en convenons. Donc, mais Yaoundé je voudrais Douala quand même. vous indiquer que Yaoundé est une grande métropole, tout comme Douala l'est. Et c'est exactement les mêmes responsabilités. Maintenant, le volume de richesse qui est généré et mis en branle dans ces collectivités. Douala, c'est plus que le budget d'un ministère, de certains ministères. Oui, vous regarderez, évidemment que si vous allez à Bafoussam, il y a des ministères qui ont des budgets qui sont plus petits aussi. Non, ce n'est pas de ce point de vue qu'il faut faire la comparaison, c'est de dire simplement que si vous postulez aux fonctions de maire dans la ville de Yaoundé ou dans la ville de Douala, c'est que vous aspirez à assumer des responsabilités qui sont importantes du point de vue de la population à laquelle vous devez rendre service, du point de vue des compétences qui sont les vôtres et du point de vue des attentes que ces populations ont et que l'État a. Donc, il ne s'agit pas d'aller simplement pour être vu, il s'agit d'y aller pour travailler. Et au ministère de la décentralisation, nous n'avons aucune appréhension sur qui que ce soit qui arrivera à la tête de ces exécutifs-là. Mais d'une manière générale, comment est-ce que vous vous dites que ces nouveaux super-maires-là vont gérer cette sorte d'héritage sur Yaoundé, Douala, Bamenda, etc., etc. C'était des délégués du gouvernement nommés qui avaient un certain nombre d'habitudes installées, etc., etc. Aujourd'hui, on est élu à Yaoundé ou à Douala ou à Bafoussam ou à Garoua. Comment on se comporte? On se comporte comme quelqu'un qui est au service de la population, dans la perspective de promouvoir le développement local grâce aux compétences qui sont reconnues à votre collectivité et aux moyens qui sont mis à vos dispositions et aux moyens que vous pouvez créer vous-même. Donc, le fait qu'il y ait eu des manières de faire, qu'il y ait eu des pratiques, la suppression du poste de délégué nommé et son remplacement par un maire élu change la donne. Vous êtes redevable à ceux qui vous ont élus. Et donc, vous devez être plus attentif à la satisfaction de leurs besoins. Je ne dis pas que ce qui était là avant ne l'ont pas fait, mais la contrainte est plus forte sur ceux qui sont en poste aujourd'hui. Et l'accompagnement du ministère et l'accompagnement du représentant de l'État qui est plus proche, en termes d'appui conseil, vont être formulés de telle sorte que, au maximum,
les maires des villes puissent faire leur travail et puissent bien le faire. Est-ce que pour le ministre que vous êtes, ça va être le même type de relation entre le ministre et les ex-délégués du gouvernement ou alors entre le ministre et les nouveaux maires des villes? C'est exactement le même type de relation. Il n'y a rien qui change? Rien ne change. C'était un délégué du gouvernement qui était nommé, qui avait pour tutelle le préfet du département de Séan. Je suis ministre installé à Yaoundé. Il était courant que, un certain nombre de cérémonies publiques, le délégué du gouvernement soit là. Mais non, la tutelle a toujours été exercée par le préfet. Je n'entends pas que les choses changent. Non, si vous voulez penser qu'il y a un affaiblissement de l'institution et que le ministre aurait plus de pouvoir, non, détrompez-vous. Alors, si je suis maire de la ville et que, on va dire, vous m'interpelliez, que je vous dise, monsieur le ministre, je suis un élu, est-ce que vous me répondez? Je vous réponds que mon interpellation va se conformer à la loi. Il y a des circonstances où la loi me permet de vous interpeller, il y a des circonstances où elle ne me le permet pas. Si je venais à le faire dans un cadre qui n'est pas approprié, à ce moment, vous pourriez me dire, écoutez, monsieur le ministre, ça n'est pas votre responsabilité, c'est la mienne, je l'assume. Monsieur le ministre, je vais vous proposer d'autres sujets de l'actualité véritablement politique de la semaine dans ces développements que signe Agnès Solange à Besseleu, en commençant par cet extrait du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement camerounais détient en effet depuis quelques jours des preuves irréfutables établissant des liens entre, d'une part, Madame Hilaria Aligrosi, présentée comme chercheuse senior au sein de l'ONG Human Rights Watch, auteur du rapport biaisé incriminant les forces armées camerounaises, et d'autre part, de nombreux terroristes sécessionnistes qui mettent régulièrement à sa disposition et à sa demande, depuis le début de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des photographies, des vidéos, ainsi que des informations sur leurs diverses abominations, afin que celles-ci servent plutôt d'argument à charge contre nos forces de défense et de sécurité. S'agissant des liens entre les bandes criminelles qui sèment terreur et désolation parmi les populations de ces deux régions, l'interpellation le 24 février 2020 d'un dangereux terroriste sécessionniste dénommé Ford Yakubu et l'exploitation de son téléphone portable ont permis d'établir que l'intéressé entretient d'étroites relations de complicité active avec Mme Hilaria Aligrosi. Élection législative du 9 février dernier, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sort grand vainqueur de ce scrutin. Le parti rafle 139 députés sur les 167 visages déjà connus de l'Assemblée basse du Parlement, tandis que de nouvelles formations politiques font leur entrée en scène à l'Assemblée nationale, à l'instar du PCRN, qui s'en sort avec 5 députés, et l'UMS, 2 députés. À noter également une représentativité relative des partis politiques déjà connus. Le SDF avait 5 députés, l'UDC, 4 députés, le FSNC, 3 députés et le MDR, 2 députés. Des résultats validés vendredi dernier par le Conseil constitutionnel, puis proclamés au cours d'une audience solennelle présidée par le président Clément à Tangana. 4 jours plus tôt, le Conseil constitutionnel annulait les élections dans les 10 circonscriptions du Nord-Ouest et une dans le Sud-Ouest Cameroun, suite au recours introduit par le SDF, soit 11 des 85 circonscriptions électorales pour les législatives au Cameroun. Une élection partielle qui mettra aux prises 6 partis politiques pour 13 des 180 sièges que contre l'Assemblée nationale. Le scrutin devra se tenir entre le 15 mars et le 4 avril, après la convocation du corps électoral par le président de la République. Le code électoral, lui, prévoit 20 à 40 jours à compter de la date de l'annulation, donc le 25 février.
Dans le même temps, la semaine n'a pas été de tout repos au sein des exécutifs communaux où l'on a enregistré plusieurs changements à la tête des communes d'arrondissement de Yaoundé. Parmi les nouveaux visages, Jean-Marie Abouna à Yaoundé 1er, Augustin Bala à Yaoundé 5e, Lucas Ouna à Yaoundé 3e et Gabriel Bihina Fila à Yaoundé 4e. À Maroua, dans l'extrême nord, la commune de Maroua 1er a rempilé au cours d'une session de plein droit. Le nord est également au complet. Monsieur le ministre, je vous l'annonçais en début d'émission, les internautes nous suivent et nous leur avons demandé, en préparant cette émission d'actualité hebdo, de vous adresser leurs questions. Et Elvis Mbimba, qui fait partie de notre équipe de production, a rassemblé les questions que je m'en vais vous poser en leur nom. La première question nous vient de Luc Balogog. Alors, il dit, peut-être que nous en avons parlé, mais il faudra peut-être apporter des précisions. Qu'est-ce qui coince dans le programme de construction des cités municipales? Vous lui répondez quoi? Je dois commencer à lui dire que ce n'est pas toutes les municipalités qui ont entrepris de construire des cités. Non, ce n'est pas un programme général. Ce n'est pas un programme général. Il y a quelques communes qui, avec l'appui du FECOM et du Crédit Foncier, ont mis en place un programme de construction de cités municipales qui, d'après les informations qui m'ont été communiquées, se déroule plutôt bien. Il s'est simplement trouvé à un moment que le Crédit Foncier n'avait pas la capacité de mettre l'ensemble des moyens financiers qui étaient prévus. Des réunions se sont tenues récemment et je crois que la question a été résolue. Maintenant, il y a d'autres collectivités qui ont entrepris de manière autonome de se doter de cités municipales et assez souvent, ce sont pour certaines des projets qui n'ont pas été bien maturés, d'autres pour lesquels les ressources financières n'étaient pas toutes disponibles. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, on va dire, de l'imposer aux communes? Construisez des cités municipales. Je crois que je reviens à ce que je vous ai dit. La décentralisation, c'est l'autonomie. Il est possible qu'une collectivité dise le cœur du projet que je veux réaliser, c'est de mettre à disposition des logements. Celle-là, on l'encourage, on la soutient. Une autre va dire la préoccupation qui est celle de tous les citoyens qui sont ici, c'est que la ville soit éclairée. Un autre dira il faut que les gens aient de l'eau propre. Un autre dira les centres de santé sont en mauvais état. Donc, nous encourageons tout le monde à traiter l'ensemble de ces questions. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui déterminons la priorité de ce que les collectivités vont faire. Il y a par ailleurs des administrations qui sont en charge de ces questions, qui, dans le cadre de leur fonctionnement ordinaire, peuvent associer les collectivités à ce type de développement. Ça s'est vu par ailleurs. Alors, deuxième internaute à vous interroger, André Tsogomvando, qui vous pose la question, on revient encore au super-maire. Quels sont les pouvoirs et les missions du super-maire? On a l'impression d'avoir à la tête de nos municipalités de sorte de supermen. C'est quoi leurs pouvoirs? C'est des pouvoirs qui sont ce que la loi leur octroie. J'ai entendu beaucoup de réflexions qui, quelquefois, n'étaient pas fondées sur des réalités. Il s'est trouvé, effectivement, que sous l'emprise du droit ancien, celui qui a été considéré comme clos lors de la promulgation de la loi qui gouverne le fonctionnement des collectivités, les compétences n'étaient pas bien articulées entre les communes d'arrondissement et les communautés urbaines. Et la loi qui a été prise récemment a veillé à ce qu'il soit mis fin à cet imbroglio. Il s'agit d'énoncer limitativement les compétences qui sont reconnues aux communautés urbaines. Les autres compétences, dites des compétences de droit commun, sont reconnues aux communes d'arrondissement. Les questions qui relèvent du super-maire, comme vous l'avez désigné, mais que nous appelons le maire de la ville, c'est simplement de considérer qu'il a en charge les questions qui sont transversales à l'ensemble des communes d'arrondissement. Si vous voulez développer une activité d'assainissement dans une ville comme Douala où vous avez des inondations ou Yaoundé, vous ne pouvez pas confier à un maire d'arrondissement de régler cette question. C'est l'ensemble du territoire de la communauté qui est impacté. Le maire de la ville. Le maire de la ville. Donc vous avez la loi qui énumère ces compétences-là et donc de notre point de vue, une de nos activités va consister à nous assurer que le maire d'arrondissement reste dans ce qu'il a à faire et le maire de la ville reste dans ce qu'il a à faire. Il va sans dire que l'ensemble de ces exécutifs ont la capacité de recourir au juge qui est le mieux à même d'interpréter la loi, parce que nous aussi, au sein de l'administration, nous pouvons nous tromper. Absolument. Alors,
l'autre internaute, M. Saïdou Aliou, il dit à quand le statut du personnel des collectivités territoriales décentralisées, et il parle également de la réforme du CEFAM, le centre de formation en administration municipale. Je crois que si je lis entre les lignes et si je traduis bien ce que votre internaute a voulu demander, c'est la question de la fonction publique locale, c'est la question du statut de l'élu et c'est la question de l'institution en charge de la formation des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées. Pour ce qui est du statut, la loi dispose clairement quels sont les droits et les obligations que les élus auront désormais. Donc je crois que de ce point de vue, une simple lecture de la loi montre que la protection de l'élu est assurée, que sa formation est assurée, qu'il ait pris soin de sa santé. En échange, on attend qu'il soit disponible, qu'il travaille, il aura sa rémunération et un certain nombre d'avantages. Maintenant, pour la fonction publique locale, la loi dispose qu'un texte réglementaire en fixe l'organisation et le fonctionnement. Nous y travaillons pour faire en sorte qu'on puisse avoir un minimum de mobilité des ressources humaines qui sont en activité dans les collectivités territoriales décentralisées, même si par ailleurs la loi dit que le maire recrute le personnel dont il a besoin. Nous travaillons à cela et bientôt cela sera visible, ministre de la fonction publique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sorte de fonction publique locale particulièrement obèse? Non, parce qu'on aura dit au maire, allez-y recruter. On a l'avantage que c'est quelque chose que l'on met en place à la suite d'une élection qui vient de se tenir. On peut dire que les compteurs sont remis à zéro. Nous avons également l'avantage que précédemment, nous avons procédé à un recensement de l'ensemble des personnels qui sont en fonction dans les collectivités territoriales. Donc nous les connaissons, nous allons avec les communes évaluer les besoins et nous allons les associer à ce travail. Donc pas de chasse aux sorcières? Non, du tout. Quand on est utile, quand on a un statut et que l'on est protégé en droit, il est difficile de faire une chasse aux sorcières. Maintenant, la fonction publique locale, comme j'ai dit, nous y travaillons. Et le CEFAM? Le CEFAM, c'est curieux que nous en parlions parce que j'ai présidé 2 sessions de cette instance qui évoquaient les questions budgétaires et les questions de comptabilité. Donc, le CEFAM a, sur instruction du président de la République, été réexaminé à nouveau dans la perspective de le conformer à la loi sur les établissements publics. Et dans cette perspective, le président a prescrit que l'on mette en place une école nationale de l'administration locale qui va former l'ensemble des personnels dont on peut avoir besoin dans les collectivités, les cadres de conception, les agents de maîtrise, les employés. Et à cette aune-là, nous voulons mettre en place une école de prestige, tant du point de vue de la qualité de ceux qui sortent de cette école. Une sorte de NAMBIS? Nous n'avons pas voulu que ce soit une énorme bis parce que ce n'était pas notre vœu, mais ce sera une école de même niveau. Monsieur le ministre, autre question. Monsieur Sidina Ngoudam, on revient sur les 15% du budget de l'État alloués aux collectivités territoriales décentralisées. Lui, il dit c'est pour quand? Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois que je serais raisonnable si je disais qu'à compter de l'année 2021, lorsque le budget de l'État sera adopté, on aura une perspective par rapport aux 15%, parce que cela ne pouvait pas figurer dans le budget de 2020, qui avait déjà été adopté lorsque la loi a été promulguée. C'est-à-dire qu'en 2021, ce sera plus concret? Ce sera plus concret. Reposez-moi la question à ce moment-là. J'aurai une meilleure réponse. Nous prenons date. Alors, Joe Black, toujours un internaute, on va peut-être sortir par lui. Avec les nouveaux pouvoirs des collectivités territoriales décentralisées, n'y a-t-il pas un risque de fragilisation de l'État central? On l'a souvent entendu. Pourquoi les gens de Yaoundé ont peur de la décentralisation? Je voudrais commencer par là. Les gens de Yaoundé n'ont pas peur de la décentralisation, au contraire, ils la promeuvent. La preuve, le président a fait en sorte que nous ayons un dispositif qui élargit les compétences et qui donne plus de moyens. Donc c'est de considérer que dans la perspective où la décentralisation garantit un développement qui correspond à ce que la base veut, fait participer la base à son développement, il nous semble qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Et puis, soyez rassurés, l'État au Cameroun est fort. Voilà, c'était donc nos internautes qui participent ainsi, on va dire pour la première fois à cette émission Actualité Hebdo en interrogeant le ministre. Des questions qui ont été recueillies et compilées, rassemblées par Elvis Mbimba. Monsieur le ministre, nous allons faire une troisième halte dans cette émission pour parler
avec un troisième développement en image dans cette émission. Avec ces morts suspects à Douala, une descente sur le terrain du ministre du Développement urbain et puis le décès de Hervé Bourges, le père de l'école de journalisme de Yaoundé. La semaine sociale est signée Rodrigue Bertrand-Thuin. La semaine qui s'achève ne fut pas pauvre en événements sur le plan social. Des événements hélas tristes pour certains, notamment ces décès suspects enregistrés dans la capitale économique où un dîner a entraîné au pays du silence éternel un père et 3 de ses enfants, tandis que leur mère luttait contre la mort à l'hôpital. Dans la même ville, 2 familles perdaient 2 enfants en bas âge dans des circonstances troubles. Les 2 bras de l'enfant étaient de la fille étaient posés sur son ventre, les 2 bras de mon fils, un bras était là, l'autre bras était comme c'était là. Donc pour moi c'est quoi? C'est qu'ils sont sentis indisposés, chacun a pris sa position pour mourir. Les urines des enfants sont encore frais, leur corps chauffe encore. Donc ça veut dire que ça fait moins d'1 heure qu'on les a tués. Mon petit-fils, mon premier petit-fils de ma vie. Pas facile, pas facile. Ok, bon, on m'appelle. On s'est rendu sur le lieu, on ouvre la voiture, que voilà les enfants qu'ils cherchaient, les voilà dans la voiture morts. Dans les 2 cas, les enquêtes ouvertes permettront d'apporter des réponses aux questions soulevées par ces décès. Un autre décès, celui d'Hervé Bourges, survenu à plus de 6000 km du Cameroun, secouait une bonne partie du microcosme médiatique camerounais, surtout les ouvriers de la plume, moulés par l'ancienne École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, dont le disparu était le fondateur. Au cours de son dernier voyage en ces lieux, il avait fait ses adieux par une belle métaphore. La dernière fois qu'il est passé, il nous avait dit: ce sera probablement mon dernier voyage ici. Et il est même allé plus loin en prenant la métaphore de l'éléphant, en disant que lorsque l'éléphant est vieux et qu'il sent la faim arriver, il s'éloigne du troupeau. La vie, malgré ces décès, a continué, notamment au Bureau national de l'état civil BUNEC, où l'on a dressé le bilan des réformes entreprises depuis 2014. Les centres principaux sont 374 à travers le pays et sont aussi, n'est-ce pas, à la diaspora, dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Il y a aussi les centres secondaires qui sont 2400. Ces avancées enregistrées au BUNEC, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat les appelle de tous ses voeux sur le chantier de construction de la route Essos Terminus Mimboman à Yaoundé. Le rythme des travaux sur ce linéaire de 1100 mètres n'est pas du goût du ministre qui est allé tirer les oreilles aux différents acteurs alors qu'approchent à grandes enjambées les grands rendez-vous internationaux. Le CHAN démarre le 4 avril. Je vais demander au groupement d'entreprises en charge de cette voie stratégique d'accélérer le travail. Donc d'ici au 20 mars, que la voie soit circulable. Voilà la semaine sociale au Cameroun, telle que vue par la rédaction centrale de la CRTV. Monsieur le ministre, retour sur ce plateau avec vous. Alors, nous sommes toujours dans le processus de décentralisation. Petit à petit, donc, les institutions se mettent en place. On va y aller bientôt avec l'élection des responsables régionaux et tout cela. Mais aujourd'hui, au ministère, en dehors de ce qui concerne ce terrain-là, justement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le travail auquel on se donne en ce moment au ministère de la décentralisation? Vous allez me dire, oui, accompagnement, si, accompagnement, ça. Mais quelle est votre préoccupation en ce moment? La préoccupation qui nous habite en ce moment a trait principalement à la mise en place de la nouvelle mairie qui est consacrée par l'élection des conseillers municipaux et les maires. Nous voulons nous assurer que les maires exercent effectivement les compétences que l'État leur a transférées, qu'ils sont en capacité de consommer les moyens qui sont prévus et qu'ils produisent les résultats que le chef de l'État escompte lorsqu'il demande que l'on accélère et que l'on approfondisse. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par l'assurance que ces élus ont la capacité de faire ce travail. Mais vous savez que les maires, on va dire les maires sortants ou sortis, à un moment donné, se sont quand même plaints de ce que les
crédits justement qui sont octroyés ou qui étaient octroyés dans le cadre du transfert des compétences, ils étaient donnés comme cela au compte-gouttes. Quand on a donné un trimestre... Et c'est justement en cela que consiste notre travail. Vous pensez que ça va changer? Oui, que le maire ne soit pas une victime consentante à qui on donne ce qu'on veut, quand on veut. L'accompagnement dont le maire doit bénéficier de la part de l'administration en charge de la décentralisation. C'est cela, lui faciliter la vie pour qu'il puisse se consacrer à l'essentiel de sa tâche. Et dites-vous bien que vous allez voir le ministère de la décentralisation se déployer. On va cesser d'être des ronds de cuir qui sont assis dans les bureaux pour être sur le terrain de manière quasi permanente avec les élus. Naturellement, nous ne nous substituerons pas à eux, ni aux représentants de l'État qui est sur place, mais nous voulons être au plus près d'eux. Pour voir et comprendre et accompagner. Nous avons déjà mis un dispositif qui consacre les délégués régionaux dans les jours à venir. Nous allons mettre en place le dispositif au niveau du département. Et ce sera la tâche au quotidien, avec notre appui, que ces personnes assistent le maire. Mais vous avez dit aussi, important moyen, important pouvoir, s'assure que la manière dont ces moyens sont utilisés est conforme à ce que la loi a prévu. Donc que le maire ne perde plus beaucoup d'énergie dans les procédures administratives, que l'administration l'aide à faire cela pour qu'il soit réellement opérationnel. Il y a une structure dont on ne parle pas beaucoup dans tout ce process-là, c'est le FECOM. Quel va être le rôle? Est-ce qu'il y a un rôle nouveau pour le FECOM dans tout ce dispositif-là? Effectivement, si vous avez été attentif, vous vous serez rendu compte que vers la fin de l'année 2018, le président, par décret, a réorganisé le FECOM pour le rendre apte à mieux prendre en charge les questions liées à la commune et lui donner la capacité de prendre en charge la région qui arrivait. C'est ainsi qu'au-delà de sa mission traditionnelle de recueillir les moyens de l'État, de les redistribuer, d'accompagner dans l'élaboration des projets, d'accompagner dans leur exécution, le FECOM a une nouvelle capacité à chercher des fonds pour les mettre à la disposition des collectivités. Le FECOM a beaucoup évolué. Sa discrétion habituelle fait qu'on n'en parle pas, mais son efficacité est reconnue de tous. Et donc, nous travaillons également avec le FECOM. D'ailleurs, c'est le bras armé du ministère de la décentralisation. C'est le bras financier de l'État. Pas seulement du ministère de la décentralisation, mais de l'État. C'est l'outil que l'État a mis en place pour être capable d'assurer aux collectivités territoriales décentralisées un accompagnement en matière de réalisation des projets qui sont pensés. Est-ce pour cela qu'on ne vous voit jamais sur le terrain sans le patron du FECOM? Il est difficile d'envisager que l'on soit efficace en ce moment dans l'organisation qui est mise en place sans que l'on évoque le FECOM. Donc, au passage, je reconnais la compétence de ceux qui y travaillent et l'efficacité et la qualité des résultats. Monsieur le ministre, alors, on parlait de votre descente sur le terrain. Vous avez inauguré quelques structures quand même, hôtels de ville, un peu partout dans le pays ces derniers temps ou ces 2 dernières années. Alors, vous inaugurez hors de Yaoundé, mais vous-même, est-ce qu'on peut dire que vous êtes véritablement bien installé? Vous construisez le ministère quand? Vous savez, il ne faut pas trop se préoccuper de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas le cœur de la décentralisation, mais c'est la collectivité territoriale décentralisée qui est l'âme, qui est ce qui est visible en termes de décentralisation. Mais nous sommes une administration qui essaye d'être moderne. Et ceux qui nous ont rendu visite peuvent l'attester. Il va sans dire que si nous disposions d'une infrastructure où nous pouvons regrouper l'ensemble de nos services, nous serions encore plus efficaces. Nous travaillons aussi... Vous êtes plus TIC que grand bâtiment. Oui, nous le sommes, mais cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas avoir, non pas un grand bâtiment, mais un bâtiment qui soit fonctionnel, qui puisse accueillir l'ensemble des structures que nous mettons en place pour produire de l'efficacité dans la perspective de mieux accompagner les collectivités. Mais rassurez-vous, nous travaillons à cela et peut-être que, comme nous avons pris l'engagement la prochaine fois, je pourrais vous dire, venez donc voir lorsque nous posons la première pierre du bâtiment. Je vous ai dit que nous prenions date. Alors, monsieur le ministre, au niveau de la décentralisation, c'est plus de politique, plus d'administration. Qu'est-ce qu'on fait plus que quand il faut faire des choix? On fait plus de politique que d'administration.
La politique est entendue chez nous au sens péjoratif et le côté noble, on n'en parle pas beaucoup. Mais la politique, c'est la prise en charge du fonctionnement de la cité. Ça n'est pas autre chose. Et donc, si vous avez un maire qui a la préoccupation de faire en sorte que les citoyens qui vivent dans sa ville vivent dans des conditions de décence qui leur permettent d'exprimer leur talent et leurs capacités, met à leur disposition les services sociaux de base et allège le fardeau de l'État et est donc plus efficace, ça produit ce que l'on appelle le développement local. C'est un concept sur lequel les gens n'arrivent pas à mettre un fait concret. Mais non, c'est que pour vous, vous marchez dans la rue, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'amas d'ordures, il n'y a pas de gens qui gardent de manière incivique. C'est ça qui améliore vos conditions de vie et qui fait que vous arrivez au travail à l'heure, que vous ne vous souciez pas de votre enfant qui allait à l'école, qu'à la cantine il est bien nourri, que s'il va à l'hôpital, on va le soigner sans que vous ayez besoin d'intervenir. C'est cela, cette proximité. C'est cela le développement local. Est-ce que vos interlocuteurs, on va dire de l'intérieur du pays, donc les maires et bientôt tous les responsables élus des régions et autres, est-ce que vous avez l'impression, notamment au niveau des maires, qu'ils comprennent le rôle qui est le vôtre, le rôle du ministre chargé de la décentralisation? Il arrive que vous ayez des incompréhensions de leur part. Ça va faire un certain moment que je suis à mes fonctions et j'ai eu, comme vous avez pu le relever, à voyager un peu. Et donc j'ai pu discuter avec ceux qui exerçaient ces fonctions-là et j'ai pu discuter avec les populations. Nos populations, les élus, sont beaucoup plus intelligents que nous ne le laissons croire. Ce sont des gens qui ont volontairement accepté de se mettre au service de leur collectivité. Il peut arriver quelquefois que la bonne volonté ne suffise pas, parce qu'il y a un minimum d'intelligence, de capacité qu'il faut avoir pour bien... Vous avez l'impression qu'on ne les valorise pas assez? On n'en parle pas assez de manière positive. Et c'est cela, malheureusement, le travail de la politique. Mais notre tâche consiste aussi à mettre en valeur et en exergue ces talents-là. Et nous souhaitons que, dans un avenir qui est proche, ils aient la capacité de montrer ce qu'ils font, parce qu'ils auront l'accompagnement qu'il faut pour cela. Monsieur le ministre, je vous dis merci pour votre disponibilité. Actualité Hebdo s'achève en ce dimanche 1er mars de l'année 2020. Retrouvez notre émission sur toutes les plateformes numériques de la CRTV, sur les réseaux sociaux, Facebook, CRTV Web, Twitter, YouTube, Instagram, etc., etc. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir, à dimanche.